Imaginons la scène classique. C'est lundi matin, l'ordinateur est allumé, le café est bien chaud, et l'intention de faire du travail de fond est vraiment là. Ouais, on la connaît tous, cette scène. Et généralement, ça dérape assez vite. Mais grave, parce que face à ce bureau couvert de papier non trié, ou cet écran saturé de fichiers aux noms impossibles, une sorte de paralysie s'installe. On finit par scroller machinalement sur les réseaux sociaux. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas un manque de volonté. En fait, c'est l'environnement lui-même qui envoie un signal de chaos tellement fort que notre cerveau refuse simplement de le traiter. C'est un point de départ super important pour notre exploration d'aujourd'hui. La surcharge cognitive, elle commence bien avant d'avoir ouvert le tout premier email. C'est ça. On a déjà parlé de cet idéal, tu sais, avoir l'esprit calme, fluide, comme l'eau d'un lac, capable de réagir sans paniquer. Mais cette étape psychologique ne sort pas de nulle part. Il a besoin d'une vraie infrastructure. Et c'est la mission de notre plongée du jour. On passe de la théorie pure à, disons, la mécanique concrète du quotidien. Ouais, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. On va voir pourquoi la vraie productivité ne commence pas avec une super application hors de prix, mais par des préparations matérielles, l'espace, le temps, les outils, qui ont l'air, à première vue, presque trop basiques. Bah, c'est basique parce que ça repose sur une vision très réaliste de la nature humaine. L'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas constamment intelligent ou discipliné. La plupart du temps, on est même plutôt fatigué. Ouais, l'énergie mentale, c'est pas une ressource illimitée. Tout à fait. Donc le but, ce n'est pas de forcer sur la volonté, mais de concevoir son environnement pour que les bonnes actions se fassent toutes seules. Ce qui m'amène à cette astuce géniale mentionnée dans les textes, le concept de mettre l'objet devant la porte. C'est l'illustration parfaite, non? Ah oui, complètement. Si tu sais que tu dois absolument prendre un document important demain matin, tu ne fais pas confiance à ta mémoire. Tu sais très bien qu'au réveil, ton esprit sera brumeux. Donc tu le poses physiquement devant la porte d'entrée pour être obligé de trébucher dessus. C'est exactement ça, du comportementalisme pur et dur. On utilise la partie brillante de notre cerveau, mettons le dimanche soir, pour tendre un piège bienveillant à notre version fatiguée du lundi matin. On crée un réflexe physique pour s'éviter d'avoir à réfléchir, quoi. Voilà. Et l'organisation personnelle, c'est juste ça, bâtir un système externe qui guide nos actions sans qu'on ait besoin de prendre de micro-décisions épuisantes. Bon, l'idée est super séduisante. Mais il y a un truc qui coince. Pour mettre en place ce système de ouf, l'approche demande de bloquer 2 jours entiers, consécutifs. Ouais, le fameux week-end complet de nettoyage. Attends, on parle d'une méthode pour des professionnels qui n'ont littéralement pas une minute à eux. Et on leur dit sacrifier 48 heures d'un coup. C'est presque irréaliste. C'est comme demander à quelqu'un qui se noie de prendre le temps d'étudier la théorie des courants marins. C'est l'objection numéro un. Mais en fait, la justification psychologique est implacable. Essayer de réorganiser sa vie par petits bouts de 20 minutes entre deux réunions, c'est voué à l'échec total. À cause du coup du changement de contexte? Exactement. À chaque fois que tu commences à trier des trucs non résolus, tu réactives des boucles ouvertes dans ton cerveau. Ces fameuses tâches en fond de tâches qui pompent notre batterie mentale. C'est ça. Et si tu t'arrêtes au milieu du tri, ton cerveau doit refermer les dossiers, gérer le retour au travail, puis tout rouvrir le lendemain. C'est une déperdition d'énergie monumentale. Les interruptions doublent, voire triplent le temps de travail. Je vois. C'est comme lancer une grosse mise à jour sur son ordi, avec 50 applications qui tournent en même temps. Ça va planter. Faut tout fermer et laisser la machine faire son truc d'un seul bloc. La métaphore est parfaite. C'est physiquement impossible d'atteindre ce soulagement psychologique sans y aller d'un coup. L'investissement initial est énorme, oui, mais le retour sur investissement, la clarté mentale, est définitif. Bon, allez, on va dire qu'on a trouvé le courage de bloquer ces 48 heures. Ensuite, il y a la question de l'espace, le fameux cockpit. Ah, le cockpit, c'est non négociable. Il faut un espace dédié, ergonomique, que ce soit au bureau, à la maison ou même un bureau de voyageur. Il y a cette anecdote folle avec le cadre qui pose une porte sur 2 meubles d'archives pour s'improviser un bureau d'urgence. C'est presque animal comme besoin de territoire. Mais c'est totalement animal. Pour que ton esprit accepte de se vider, il lui faut une boîte de réception matérielle, concrète. Un endroit qui dit à ton cerveau « Ok, c'est ici qu'on gère le chaos ». Sans cet espace, le cerveau reste en alerte et continue de jongler avec les idées. Exact. Sans frontières physiques, pas de lâcher prise mentale.
Mais du coup, ça va complètement en contre-courant du hot desking. Tu sais, cette mode où personne n'a de bureau fixe en entreprise. T'arrives, tu prends la première chaise libre. Et c'est un échec cuisant selon cette approche. Le problème, c'est la friction psychologique. Tu dois recréer ton nid tous les matins. Chercher où s'asseoir, ou brancher son chargeur. Où est la bonne chaise? Comment régler la hauteur de l'écran? Ce sont des micro-décisions. Et on a dit que la capacité à prendre des décisions s'épuise. Pourquoi la gaspiller pour installer un périmètre de travail petit? C'est clair. D'ailleurs, la source raconte l'histoire de ce couple qui bossait chez eux, en face à face, sur un immense et superbe bureau. Ah oui, et ils se tapaient dessus mentalement toute la journée. Et ils ont réglé leur énorme stress conjugal juste en sciant le bureau en deux pour séparer physiquement leurs espaces. Juste avoir sa propre zone de contrôle, ça a fait retomber toute la pression. Ça montre bien que le cockpit ne supporte pas le compromis. C'est un sanctuaire. Zéro friction, 100% contrôle. Ce qui nous amène aux outils pour équiper ce sanctuaire. Et là, on retombe vraiment sur Terre. Des corbeilles à courrier, des post-it, une bonne agrafeuse. Du basique de chez basique, oui. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a cette passion complètement déraisonnable pour un objet en particulier, l'étiqueteuse automatique. Sérieusement, pourquoi vouer un culte à un bout de plastique qui imprime des mots? Derrière ce petit gadget, il y a une vraie leçon de psychologie. L'auteur a cette phrase géniale: tout ce que l'on nomme nous appartient. Les choses que l'on ramasse sans les nommer nous possèdent. Waouh! Être possédé par un tas de paperasses. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça parle de notre tendance à fuir l'effort. Si créer un nouveau dossier propre prend plus de 60 secondes, notre cerveau refuse l'obstacle. On se dit: flemme de chercher le stylo, je le pose là en attendant. Et en attendant, devient une montagne sur le coin du bureau. Exactement. Et cette montagne génère une anxiété subliminale, un bruit de fond toxique. Ton cerveau sait qu'il y a du travail non fini là-dedans. L'étiquetteuse, c'est l'arme fatale contre ça. Tu tapes, tu imprimes, tu colles. Ça prend 20 secondes. Fin de la résistance mentale. Et puis visuellement, un dossier avec une belle étiquette imprimée, ça fait officiel. Contrairement à un vieux mot griffonné au stylo qui fait brouillon. Le cerveau se dit « Ok, ce problème a été identifié et traité ». C'est la formalisation du contrôle. L'uniformité visuelle aide l'œil à scanner rapidement, sans effort. On en revient toujours au même but: minimiser l'usure de l'attention. Bon, tout ça c'est très logique, mais j'ai une objection majeure. On est en 2026, le papier c'est quasiment d'histoire ancienne. On bosse dans le cloud, tout est dématérialisé. Comment on applique cette histoire d'étiqueteuse et de corbeille physique au monde numérique? C'est vrai que l'objection est évidente, mais en fait c'est encore plus vital dans le numérique. Le monde matériel a des limites. À un moment, ton bureau déborde et tu dois ranger. Alors que le cloud, c'est infini. Voilà. Pas de friction physique, donc une accumulation silencieuse et monstrueuse. Tu peux avoir 10 000 emails non lus sans qu'aucune alarme ne sonne. Donc le piège virtuel est encore pire. Mais comment on traduit le concept du cockpit sur un écran? La dynamique est identique. Ta boîte mail, par exemple, doit être connectée à des dossiers numériques impeccables. L'équivalent de l'étiqueteuse, c'est ta capacité à créer un dossier cloud bien nommé, instantanément, sans hésiter. Si ça te prend 7 clics et que tu ne sais pas comment appeler le fichier, ça finit en vrac sur le bureau de l'ordinateur. Exactement. Et ça crée même anxiété. Et l'autre grand danger du numérique, c'est qu'on mélange tout. Ah oui, dans la boîte mail, la facture urgente est collée à la newsletter sympa et au mémo hyper important du boss. C'est le chaos total. Le cerveau court-circuite parce qu'il n'arrive pas à évaluer la vraie charge de travail. Du coup, mode défense, on s'anesthésie et on ignore le tas d'emails. Ce qui devient un poids mort oppressant. La leçon, c'est que peu importe si on utilise du carton ou des pixels, le système doit demander un effort quasi nul au quotidien. Zéro effort à l'usage, oui, mais ça demande un effort intellectuel absolu à la création. On ne peut pas ranger du flou. Faut prendre une décision sur chaque élément avant de le classer. Action, info, projet. Si on classe sans clarifier avant, on fait juste cacher le désordre dans de jolis dossiers numériques. Exactement. Pour résumer, un peu préparer son espace, acheter une agrafeuse ou structurer son cloud, ce n'est pas faire du ménage pour éviter de bosser. C'est littéralement se construire un cerveau externe. Ouais, un filet de sécurité pour décharger la mémoire à court terme. C'est la seule façon d'être enfin serein. Et une fois que ce filet est installé, on peut enfin passer à l'étape cruciale, la grande rafle, où on capture absolument toutes les pensées et les engagements qui traînent. C'est là que le système montre vraiment sa puissance, oui. Ça me laisse à une pensée un peu provocatrice pour quiconque nous écoute. Si notre environnement de travail reflète exactement notre charge mentale, qu'est-ce que le nombre d'onglets ouverts en ce moment même sur notre écran révèle de notre capacité à être vraiment présent pour nos proches ce soir?
Ouh, excellente question. Ça donne envie de fermer quelques fenêtres, au propre comme au figuré. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.